Donc bonjour, aujourd'hui on va vous parler du modèle de Glasser et de ses besoins fondamentaux. Pour ce faire, je vais commencer en vous parlant de la biographie de l'homme. De son nom complet William Glasser, il est né le 11 mai 1925 à Cleveland, en Ohio, aux États-Unis. Il est mort le 23 août 2013 aux États-Unis aussi. Ici présent, on peut voir une photo de lui lorsqu'il était plus vieux. On va commencer par son éducation. Tout d'abord, M. Glasser faisait des études en chimie pour devenir ingénieur chimique. Il s'est vu que ça ne concordait pas trop avec lui, donc il a fait un cours en médecine au Case Western Reserve University à Cleveland. Euh, une fois que son cours de médecine terminé, il a fait sa psychiatrie au Veterans Administration Hospital à West Los Angeles. Et il est devenu membre de l'Ordre des médecins en 1961. Il a commencé sa pratique privée en termes de psychiatre de 1957 jusqu'à 1986. Outre la psychiatrie, M. Glasser était quelqu'un qui écrivait beaucoup et philosophait beaucoup. Il avait un peu sa propre philosophie. Il a écrit plus d'une vingtaine de livres, dont plusieurs étaient sur la santé mentale, les couples, l'école, l'éducation un peu, la gestion de classe aussi beaucoup. C'est surtout là-dessus qu'il s'est spécialisé dans l'éducation et la gestion de classe un peu plus. Un de ses livres qu'il a écrit est le Control Theory in the Classroom, qui est un livre vraiment sur la gestion de la classe. Il a été publié en 1986 et c'est une nouvelle approche un peu sur la discipline. Donc le livre fait croire qu'il faut que chaque élève peut réussir un peu et que si l'élève ne comprend pas ce qu'il fait, il ne réussira pas. Donc c'est important que l'élève comprenne. Un autre de ses livres qu'il a écrit, c'est L'école qualité. Enseigner n'est pas contrainte. Ce livre-là est un peu un livre qui dit comment guider une école qualité Glasser. Donc c'est surtout destiné aux personnes désirant réussir à établir l'école qualité Glasser. Ça dit aussi comment tous les élèves peuvent réussir et la théorie du choix, qui est un peu l'établissement dans un environnement pour que les élèves soient supportés dans leur création et dans leurs relations, ce qui va contribuer au succès des élèves le plus possible. Donc maintenant, on est rendu à la théorie de Glasser. Donc en fait, pour Glasser, avant 1985, il y avait quelques concepts qui avaient déjà prédéfinis. Donc le premier concept, c'est vraiment ce qui va se rapporter à l'élève. Donc il faut savoir que les élèves, c'est des personnes, des êtres rationnels qui vont faire des choix, qui vont avoir des bons, des mauvais choix. Puis ça va influencer après ça leur attitude face au travail. Donc nous, en tant qu'enseignants, notre but, c'est de guider les élèves à faire les bons choix, principalement en rejetant toutes les mauvaises excuses qu'ils peuvent avoir quand ils vont faire une mauvaise action. Ensuite, faut mettre des règles claires de conséquences en fonction de notre comportement, quelque chose qui va vraiment être lié, pas une conséquence trop grosse, pas une conséquence trop faible, vraiment en fonction du comportement. Faut établir les règles de conduite en classe. Pour ça, on peut le faire avec les élèves pendant une réunion de classe, parce que là, on va s'asseoir en rond, on va discuter des comportements attendus, les conséquences, on va rechercher des problèmes aussi aux solutions, des solutions aux problèmes qu'on va avoir connus pendant l'année avec les élèves. Donc ensuite, ici, selon Glasser, ce qu'on sait, c'est que si on veut vraiment faire en sorte que l'école continue puis que ça aille bien, il faut mettre l'accent sur la qualité du travail des élèves, pas sur la discipline. Donc pour ça, il faut trouver des travaux qui vont plaire aux élèves pour qu'ils accordent de l'importance puis qu'ils soient là, vraiment efficaces dans tous leurs travaux. Donc pour ça, justement, pour le travail de qualité, là, quelques petites statistiques, là, on dit qu'il y a à peu près 15% des élèves qui vont vraiment effectuer un travail de qualité dans les écoles. Euh, pour aider ça, c'est sûr que c'est important de trouver des travaux que les élèves vont vouloir faire de leur plein gré. On va devoir les aider en incitant, les inciter à bien travailler, à offrir le meilleur d'eux-mêmes, en les encourageant aussi, puis en étant présents pour répondre à leurs questions. Il faut satisfaire aussi à tous les besoins là, fondamentaux des élèves qu'on va voir plus tard là, dans la vidéo. Pour ma part, je vais vous parler des besoins fondamentaux de l'élève. Pour commencer, un petit point théorique. L'objectif de Glasser est très simple. Il souhaite améliorer la qualité de travail de chaque élève et pour cela, Glasser nous explique qu'il est important d'inciter les élèves à travailler tout en leur dispensant des encouragements et de l'aide, et ce d'une manière susceptible de satisfaire leurs besoins fondamentaux. C'est une approche qui ne nécessite pas grand changement dans les programmes scolaires, mais qui demande une approche différente des enseignants envers leur méthode de travail.
Le premier besoin fondamental va être le besoin d'appartenance, qui va se traduire chez l'élève par une importance d'appartenir à un groupe social. Pour ce faire, l'élève va établir un comportement de collaboration avec ses amis ou avec ses collègues de classe. Il n'est pas difficile de répondre à ce besoin en EPS. L'enseignant doit simplement inviter les élèves à participer et donner une attention particulière à chaque élève. Le deuxième besoin va être le besoin de pouvoir, qui peut se faire ressentir sur son corps, maîtriser ses actions, maîtriser ses habiletés motrices, ou sur son environnement, pouvoir gérer différents contextes auxquels les élèves doivent faire face dans des situations particulières. En EPS, ce besoin peut se traduire par un comportement compétitif. L'enseignant peut en début de session proposer diverses activités sportives et laisser ses élèves choisir celles qu'ils préfèrent. De plus, le sentiment de pouvoir peut aussi naître du fait que l'élève se voit attribuer certaines responsabilités. Par exemple, un élève blessé va pouvoir adopter le rôle d'un arbitre, va pouvoir donc arbitrer un match, ou va pouvoir être responsable du rangement du matériel pédagogique, par exemple. Le troisième besoin va être le besoin de plaisir. C'est dans le besoin de plaisir que l'élève construit ses meilleures expériences et se souvient de ses meilleures découvertes. Le plaisir est une réponse immédiate à l'apprentissage. Un élève heureux parce qu'il va apprendre assimilera beaucoup plus facilement qu'un élève contraint et malheureux à participer dans un enseignement qui n'a aucun intérêt pour lui. En EPS, laisser les élèves s'exprimer avec leur corps, en équipe ou individuellement, dans une activité de leur choix, et leur laisser l'opportunité de faire partager leurs apprentissages avec leurs camarades alimentera ce sentiment de bien-être. Le quatrième besoin va être le besoin de liberté, qui peut se traduire par le développement de son libre arbitre. J'entends par là le fait que l'élève puisse se mouvoir, prendre des risques, penser autrement, accepter d'être différent ou non. Mais surtout, il est important que l'élève assume ses conséquences par rapport à ses propres choix. Le comportement de responsabilité, ici, s'exprime fortement. En EPS, les élèves peuvent choisir leur méthode d'apprentissage à travers les outils que l'enseignant transmet. En revanche, il est à noter qu'il est plus difficile de répondre à ce besoin en EPS, car les activités physiques sont plus ou moins délimitées par des règles, par un règlement. En revanche, il est intéressant de pouvoir modifier ces règles en début de session afin que l'ensemble des élèves soient satisfaits. Enfin, le dernier besoin fondamental va être le besoin de survie, qui va s'alimenter tant dans les institutions scolaires que dans la maison familiale ou dans bien d'autres contextes, car il se traduit par une bonne alimentation, par un endroit dans lequel l'enfance va se sentir en sécurité et par une bonne hygiène de vie, et d'autres aspects. Le but du jeu sera de créer un climat chaleureux et sécurisé pour l'élève. En EPS, il sera important de considérer le ressentiment de chaque élève par rapport aux appréhensions qu'il pourrait avoir ou en sentiment de peur qu'il pourrait avoir dans une certaine activité. Je vois par exemple un sentiment de peur en gymnastique par exemple ou en escalade pour un élève qui aurait le vertige. Voilà, j'en ai terminé pour moi. Une dernière diapositive qui résume l'essentiel sous forme de schéma. Donc, pour ce qui est du programme scolaire, Glasseur a soulevé 3 points qui sont super importants si on veut mettre en place son programme dans une école. Donc, premièrement, c'est important, comme Grégory l'a mentionné, d'élaborer un système scolaire qui accorde la priorité aux besoins fondamentaux des élèves. Ensuite de ça, il faut complètement remplacer les examens et puis les évaluations traditionnelles comme on le connaît aujourd'hui par l'exigence d'un travail de qualité et l'auto-évaluation des élèves. Donc ça, ce qu'on veut dire par là, c'est éliminer tous les travaux qui sont superflus, donc que les élèves n'ont pas vraiment besoin, puis se concentrer sur ce qu'ils veulent vraiment faire et puis ce qu'ils veulent apprendre. Et puis finalement, c'est le troisième point que Glasseur a amené, c'est de délaisser les pratiques d'enseignement autoritaires pour être un enseignant qui est plus directif. Donc, un enseignant qui est plus directif, ça va être un enseignant qui va encourager ses élèves
qui va leur montrer le chemin par où le chemin à prendre sans leur dire quoi faire. Donc, il va seulement appuyer les élèves dans leur processus d'apprentissage. Et puis, un peu comme je l'ai dit au deuxième point, c'est important d'éliminer la quantité pour vraiment encourager la qualité de l'enseignement. Donc, on arrête de bourrer les élèves de plein de matières qui serviront pas dans la vie de tous les jours. Puis, on se concentre vraiment sur ce que les élèves ont besoin. Maintenant, une fois que le programme est établi, c'est important d'avoir un enseignant de qualité. Donc, ce qu'on entend par un enseignant de qualité, en fait, c'est qu'il faut que l'enseignant instaure des apprentissages intéressants pour les élèves. Donc, la manière de faire ça, en fait, c'est super important que l'enseignant soit capable de discuter des nouveaux sujets d'études avec ses élèves. Donc, par exemple, s'il veut parler de géographie, il peut commencer à parler des voyages qu'il a faits, et puis après ça, c'est de demander aux élèves ce qu'ils aimeraient approfondir par rapport à ce thème-là. Donc, ici, si on continue avec l'exemple de la géographie, on peut cibler un pays, un continent, et puis après ça, c'est vraiment d'aller demander aux élèves ce qui peuvent les intéresser dans la culture, par exemple, ou autres sujets du même thème. Et puis, finalement, l'enseignant va devoir adopter... en fait, l'enseignant va devoir pousser les élèves à adopter une auto-évaluation des compétences. Donc, comme je l'ai dit plus tôt, dans le modèle de Glasser, on coupe les examens et puis les évaluations. Et puis, on veut amener les élèves à s'auto-évaluer. Donc, ici, on ne parle pas d'une auto-évaluation du travail dans le sens où est-ce qu'on veut que l'élève se donne une note. On veut que l'élève, en fait, se donne une note, mais par rapport aux efforts qu'il a mis dans son travail et puis à la qualité qu'il pense avoir faite d'un travail. Et non pas à la qualité et non pas aux résultats qu'il pense avoir obtenus. Donc ensuite, ce que Glasser propose, c'est l'enseignement de qualité. Comment il décrit qu'est-ce qu'un enseignement de qualité? En fait, il va donner 6 différents points qui vont définir c'est quoi. Alors, en premier lieu, on a avoir un bon climat de classe. En fait, si l'enseignant est capable de créer un climat chaleureux qui est propice à l'apprentissage, puis qui apprend à se faire aimer des élèves, déjà là, on va pouvoir donner un meilleur enseignement. Donc, ce que l'enseignant peut faire, c'est justement parler de soi, parler qui on est, dire ce qu'on pense, être sincère avec ses élèves, indiquer nos attentes qu'on a envers eux aussi. Aussi, ce qu'il peut dire, c'est ce qu'il est prêt à faire pour ses élèves et ce qui n'est pas prêt. En fait, c'est vraiment de mettre au clair avec ses élèves ce qu'on va faire. Aussi, on va toujours démontrer qu'on est toujours disponible pour ses élèves parce que si on ne le fait pas, justement, ça peut briser un peu le climat de classe si on est moins disponible ou peu disponible. Donc, c'est une autre chose qui est très importante. Ensuite, ça va être de demander aux élèves de faire du travail utile. Là, ce qu'on entend par là, c'est des tâches qui vont servir aux élèves dans leur vie. Puis les connaissances enseignées, ça doit respecter certains critères pour être considéré comme utile. Fait, pour qu'ils soient considérés utiles, en fait, les tâches doivent être directement liées avec une habileté étudiée. Les élèves, en fait, ils ont exprimé le désir de l'apprendre. Si, par exemple, en éducation physique, on fait un cours de soccer ou quelque chose comme ça, puis on n'est pas capable d'aller chercher la motivation des élèves ou qui n'ont pas envie de l'apprendre, ça va être beaucoup plus difficile de l'enseigner et ça va être plus difficile pour, justement, la gestion de classe. Ensuite, ils sont particulièrement utiles du point de vue de l'enseignant. Si toi, tu crois, tu as de la difficulté à croire que c'est important, ça va être déjà plus difficile à l'enseigner à ses élèves et de pouvoir garder le contrôle. Et finalement, les tâches font partie préalable pour la poursuite de leur étude. Justement, il faut se référer, par exemple, il faut se référer au guide justement de l'enseignant pour savoir qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est important. Ensuite, demander constamment aux élèves de faire de leur mieux. C'est super important, justement, qu'il faut prendre le temps d'amener les élèves à faire du travail de qualité. Fait que discuter premièrement du travail de qualité avec les élèves jusqu'à ce qu'ils aient compris de quoi il s'agit, vraiment d'être clair dans ses explications. Choisir un travail suffisamment important pour qu'il soit évident, qui vaut la peine de bien le faire. Fait que donner de l'importance à ça. Et demander aux élèves de faire le travail de leur mieux.
Pas nécessairement attribuer des notes parce que ça pourrait laisser entendre que le travail y est terminé. Fait que justement, de toujours donner des efforts puis de voir l'importance que ça a de donner des efforts dans ses travaux. Justement, après ça, c'est plus facile. Quatrièmement, en fait, on va demander aux élèves d'évaluer leur propre travail et de l'améliorer. Fait comme tout à l'heure, ce qu'on disait, c'était qu'il fallait vraiment faire un travail de qualité. Maintenant, ben, ça va être de demander aux élèves, mettons, de faire le travail, mais aussi de voir qu'est-ce qu'ils pourraient d'améliorer dans leur travail. Fait que demander aux élèves d'expliquer pourquoi ils considèrent que leur travail il est de grande qualité. Justement, ça va porter à la réflexion. Et on va amener progressivement les élèves à employer la technique AAR. Donc, en fait, on a l'auto-évaluation, l'amélioration et la répétition. Donc, si je fais bien un travail, je veux savoir pourquoi je l'ai bien fait. Je peux améliorer les trucs qui ont bien été. En fait, les trucs qui ont moins bien été. Puis, je répète ça, en fait, jusqu'à temps d'avoir vraiment un bon travail de qualité. Ensuite, le travail de qualité procure un sentiment de bien-être. Pour citer Glasser, en fait, rien n'est plus agréable pour un être humain que le sentiment découlant de la satisfaction de faire quelque chose d'utile, de la certitude de le faire de son mieux et de la reconnaissance de ce fait par autrui. Fait que, en fait, c'est ça, je trouvais que la citation était très claire pour ça, justement, de pouvoir bien faire un travail, faire quelque chose de bon et de beau, souvent, ça peut être très gratifiant pour l'élève et justement, après ça, ça va avoir des effets pour ce qui est de notre gestion de classe. Et ensuite, le travail de qualité n'est jamais nuisible. Aider les élèves à prendre conscience que le travail de qualité, c'est pas nuisible. En fait, c'est jamais nuisible ni pour soi-même, ni pour autrui ou pour l'environnement. L'élève, en fait, ne pourra jamais éprouver la satisfaction d'avoir fait un bon travail si dans ça, ils ont nuit aux autres. Donc, ça vient faciliter justement notre gestion de classe parce qu'ils vont pas nécessairement venir déranger quand ils vont faire quelque chose ou des choses comme ça. Fait que ça va être très important justement de faire un travail de qualité. Pour conclure, les deux principaux points de la théorie de Glasser seraient l'enseignement de qualité et l'enseignant de qualité. Pour ce qui est de l'enseignement de qualité, c'est dire qu'il faut qu'il donne un travail de qualité à un élève qui mise à l'amener à réaliser des efforts de son plein gré. Pour ce faire, Glasser dit que les travaux doivent avoir une importance autant aux yeux du professeur qu'aux yeux des élèves. Pour atteindre ce but, l'école se doit de satisfaire, au meilleur de ses capacités, les besoins fondamentaux universels des élèves, soit la survie, l'appartenance, le pouvoir, le plaisir et la liberté. Cet enseignement de qualité réglerait du même coup, selon Glasser, une grande quantité des problèmes de discipline dans les classes car les élèves feraient des meilleurs choix puisqu'ils seraient plus interpellés par l'école. Pour ce qui est de l'enseignant de qualité, l'enseignant de qualité il mise surtout sur un climat de classe chaleureux, dynamique, où ce que les élèves savent à quoi s'attendre de lui. Il est toujours disponible pour les élèves et leur dispense beaucoup d'encouragement. Surtout, il n'applique aucun ou peu de méthodes disciplinaires visant à trouver un coupable. Il discute plutôt avec les élèves afin de comprendre la raison et de trouver un moyen pour que ça ne se reproduise plus. Pour ce qui est des travaux, il s'assure que les élèves aiment le sujet et il en discute d'ailleurs avec eux pour savoir c'est quoi les sujets qui les intéressent. Derrière les travaux, il applique aucun résultat, aucune note, mais il demande toujours aux élèves de parfaire au mieux leur travail. Nous, notre opinion par rapport à cette théorie-là, si ça serait possible d'appliquer ça dans les écoles, c'est qu'on pense que ce serait dur pour les enseignants d'appliquer entièrement la théorie parce qu'ils peuvent pas changer la mission de l'école, ils n'ont pas nécessairement le pouvoir, c'est plutôt la direction et la commission scolaire qui ont le pouvoir de faire ça. Par contre, ils peuvent quand même appliquer une grande partie de la théorie, principalement sur la résolution des problèmes dans sa classe. Et comme ça, ils pourront ensuite en mesurer les effets sur le moral et les résultats scolaires des élèves.